Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Talk with Tristan. Je suis Tristan Baudois, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce voyage captivant où nous plongeons au cœur de l'authenticité et de la découverte. Dans chaque épisode, je m'assois avec des invités exceptionnels, des entrepreneurs, des sportifs, des gastronomes, des personnes ordinaires aux récits extraordinaires et bien d'autres. Ensemble, nous naviguons à travers les expériences qui façonnent notre monde, dévoilant des histoires qui suscitent la réflexion, inspirent l'action et cultivent la connexion humaine. Que vous soyez en quête d'inspiration, de connaissances ou simplement à la recherche d'une pause bienvenue dans votre journée, Talk with Tristan est l'espace où vous découvrirez des idées qui éclairent, des histoires qui captivent et des conversations qui résonnent. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos écouteurs car je vous emmène dans mes aventures. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aloïs Pigano, cofondateur de la marque Elixir. Salut Aloïs, merci de venir pour discuter aujourd'hui avec moi sur ton entreprise Elixir. Comme j'ai l'habitude de le répéter à mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. C'est pour ça que je vais te demander ta présentation, s'il te plaît, présenter un peu ton secteur d'activité, ce que tu fais au quotidien. Salut Tristan, déjà merci de me recevoir, c'est cool. Avec plaisir. Moi du coup je suis le cofondateur de Elixir. Ouais. On a monté ça avec Guillaume il y a un peu plus de 2 ans et demi, Okay. avec l'idée de vouloir un peu créer une nouvelle manière de consommer une boisson au quotidien. Et donc Elixir développe des petites pastilles en forme de gouttes que tu mets dans ta gourde et qui aromatisent ton eau pour aider les gens à boire plus facilement, avec tout un ensemble de panels de bienfaits, des vitamines. Et l'idée du coup c'est d'allier plaisir et santé dans une boisson au quotidien pour une hydratation saine. Ok, et toi, qu'est-ce que tu as fait un peu pour arriver jusque-là? Tu as fait des études en entrepreneuriat, tu as fait de la chimie, tu as fait quoi? Alors loin de là. Tu as quoi comme parcours un peu? Non, moi à titre perso, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai fait une prépa ingé. Ouais. Et ensuite après je suis rentré à l'EM Lyon. Ok. Et c'est durant le parcours à l'EM Lyon que j'ai rencontré Guillaume. D'accord, qui est ton associé aujourd'hui. Qui est mon associé. Ouais. Et surtout que je me suis conforté dans l'idée que j'avais qu'une envie, c'était de monter ma boîte. Ouais. Et ensuite, du coup, on a eu 2 ans de recherche et développement. On s'est entouré de partenaires externes et maintenant internes aussi, qui nous aident dans le développement produit, sur la partie technique et opérationnelle, pour développer à la fois la recherche et développement, mais aussi le développement marketing et commercial de la boîte au global. Donc tu as fait ça directement en sortie d'études, tout même frais, pas en même pas en sortie d'études. Ouais. C'est à quel âge aujourd'hui? Moi là j'ai 24 ans, tout frais. Ouais. Et j'ai développé ça du coup en parallèle de mes études. Okay. Le projet a commencé à pas mal grossir pendant mes études. Okay. Et du coup là je suis en fin de parcours, mais je suis quasiment à 90% sur la boîte. Sur la boîte. On va dire que je suis à 100% sur la boîte et 110 avec les études où il me reste que quelques cours à valider. Ok. Voilà. Et parce que cette idée, elle t'est venue de quel constat? Que les gens ne buvaient pas assez, que toi, ça t'embêtait de boire de l'eau aussi et tu avais envie d'ajouter petit côté sexy à tout ça? Les deux. Alors au début, nous, on n'était pas du tout sur un constat santé, sur l'hydratation. On était plus sur un constat de marché sur la boisson et d'écologie, praticité, etc. On était parti on voyait toutes les marques de cosmétiques qui commençaient à exploser sur la cosmétique solide, sur les changements d'usage, etc. Okay. Et même pour ça, on s'est dit, une boisson, c'est aussi 95% d'eau qu'on transporte d'un point à un point B dans des déchets. Donc, en fait, l'aspect solide est pas bête. Ça permet de réduire tous les principes actifs pour composer à partir d'arômes et de colorants naturels une petite boisson. Ouais. Et en fait, ça existe depuis la nuit des temps parce que c'est une galénique, une forme qui était utilisée dans la pharma. Et par la recherche et développement, on a sorti un premier produit qui était un peu complexe et qui nous a forcé, avant notre lancement national, de faire un premier pivot. Et ça a matché avec un constat de marché, comme tu le dis, que les gens boivent pas du tout assez au quotidien. C'est quoi la norme techniquement? Une personne bien composée, elle doit boire combien de litres d'eau par jour? 1,5 litre d'eau par jour. Ok, ça va, je suis. Et ça, c'est le minimum. Ouais. Et en fait, c'est même pas une norme, ça vient des statistiques santé. En fait, globalement, on perd
en moyenne, c'est bien sûr des moyennes en fonction de la corpulence, de l'âge, du sexe. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais on perd 2,5 litres d'eau par jour, simplement dans notre vie quotidienne. Et on gagne par l'alimentation, une alimentation encore moyenne, 1 litre d'eau. Et donc la soustraction fait que il faudrait boire pour compenser ces pertes en eau au moins 1,5 litre d'eau par jour pour avoir un bon fonctionnement de ton métabolisme. Et en fait, la problématique santé, c'est que la soif, c'est un sentiment que tout le monde n'a pas forcément de la même manière, qui est la seule alerte du corps, en tout cas première alerte du corps, qui te dit fais attention, il faut boire. Et du coup, c'est des problématiques plutôt insidieuses et qu'on n'associe pas forcément à l'hydratation, comme les maux de tête, problèmes de peau, la fatigue, etc. Et que c'est un enjeu de santé publique au même titre que manger 5 fruits et légumes par jour. Sauf que manger 5 fruits et légumes par jour, on le voit partout. Partout, les produits laitiers exactement. Sont amis pour la vie. Et boire 1,5 litre d'eau par jour, beaucoup moins. Si on nous prévient l'été, un petit peu en période de canicule, mais rien de plus. Ça devrait être toute l'année, quoi. Et donc voilà, et l'enjeu de l'hydratation, il passe par la dimension plaisir, hyper importante. Et c'est pour ça qu'on voit une recrudescence sur les 10 dernières années des consommations de soda chez les jeunes. Chez les personnes âgées, il y a beaucoup de consommation de sirop qui sont bourrés de sucre, qui n'ont pas cet aspect sain. Et nous, avec le produit, on essaye d'allier plaisir-santé. Donc on a un produit qui est pour boire plus d'eau, plus facilement par le goût, arôme et colorant naturel fabriqué en France grâce par un parfumeur. Boire mieux, parce que du coup on est sur une petite pastille qui est sans sucre, à partir d'arômes naturels comme je l'ai dit, qui contient l'apport journalier en vitamines B et C, qui est allégué complément alimentaire. Et pourquoi B et C? Parce que c'est les vitamines qui complètent les bienfaits de l'hydratation. Et donc l'idée c'est si tu bois bien, tu vas avoir une belle peau, tu vas avoir une bonne performance physique et intellectuelle, tu vas pas avoir de problématiques de vitalité et d'immunité. Et avec ces vitamines-là, c'est les mêmes bienfaits. Et donc les deux ensemble, ça se complète et ça permet d'avoir un effet sympathique au quotidien. Ok. Et donc Elixir, c'est parti de ce constat-là. Et après, c'est quoi tout le process parce qu'en plus, tu jouais avec la double casquette étudiant-entrepreneur. C'est quoi les défis un peu que tu as dû auxquels tu as dû faire face pendant ces quelques années de recherche déjà et développement, et après jusqu'au moment du développement et du lancement de produits, quoi. À titre perso, pour le coup, c'est pas des énormes défis, je t'avoue, parce que j'étais dans mes études, il n'y a pas non plus énormément de risques à entreprendre pendant ces études, à part le risque financier, évidemment, il faut quand même le rappeler. Mais donc voilà. Et par contre, sur le développement, il y avait énormément de défis. Nous, on jouait beaucoup sur l'aspect jeune quand même, parce que c'était plutôt un atout, vu qu'on parlait à des experts de chaque thématique qui avaient plutôt 50, 60 ans. Les experts, pardon, excuse-moi, je te coupe. Les experts, ça va être quoi, des chimistes, des personnes de la distribution comment ça laboratoire. Laboratoire. En fait, nous, on a rassemblé, comme on a un produit plaisir et santé, on a rassemblé des savoir-faire de différentes industries pour créer le produit. Donc on a travaillé, comme je te disais, avec un parfumeur à Grasse qui lui a créé une aromatique unique, un laboratoire pharmaceutique sur la partie vitamine et un laboratoire façonneur sur la partie industrialisation, pré-industrialisation et mélange du produit. Et ensuite, après, tout un ensemble d'experts annexes, parce que quand tu montes une boîte, tu as besoin d'aspects juridiques, tu as besoin d'aspects opérationnels, tu as besoin de marketing, etc. Et donc, de manière bête et méchante, nous, on a vraiment créé la boîte avec Guillaume. On était assez complémentaires en profil, tous les deux. Moi, je suis plus le commercial qui casse des portes, qui kiffe plutôt la partie marketing, tout ce qui va toucher à la partie externe de la boîte, la représentation du produit, etc. Et Guillaume, il est plus sur la partie opération produit. Et lui, il a plus cette casquette de chef de projet 360 sur tout ce qui va toucher à l'interne de la boîte et à la construction, de la recherche, du développement, etc. Alors évidemment, on fait les deux, beaucoup de choses de l'un côté et de l'autre, parce qu'on reste une toute petite boîte. Parce que vous êtes combien aujourd'hui Tu dis une toute petite boîte, mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est entre 7 et 10 personnes, parce qu'on a été rejoint fin janvier, en janvier, par
Frédéric Leblanc et Alexandra Dessart, qui eux sont des experts dans leur secteur et nous rejoignent à titre d'associés fondateurs, late founders, ce qu'on appelle en start-up, qui apportent toutes leurs compétences, en sachant que Frédéric a été un des anciens directeurs financiers du groupe Danone, avec notamment une casquette Volvic et Evian, donc assez spécialisée hydratation plaisir. Et Alex, elle a bossé pendant 7 ans sur le développement de la rosée cosmétique, qui est un des leaders, en tout cas une des plus grosses réussites des dernières années en cosmétique. Et elle nous apporte du coup la casquette connaissance pharma, connaissance du déploiement, à la fois en officine et au global. Ah bah, génial. Et en termes de... Aujourd'hui, là, vous avez votre équipe, tu as tout un processus, etc. Comment tu vas aller chercher à développer la marque, aller chercher des pharmacies, de la grande distrib? Je pense que c'est pas évident. Parce que alors nous, on n'est pas grande distrib du tout. Pas de grande distrib du tout. Par exemple, demain, je vais dans mon Auchan, etc., au rayon complémentaire. Non, pas du tout. Non, nous, on essaye d'être quand même... assez haut de gamme et surtout la pharmacie c'est pas du tout le même circuit de distribution et c'est 2 circuits de distribution qui en plus généralement s'aiment pas trop. Suis-moi alors. Non, pas du tout, on est hyper à l'aise sur ça. C'était un choix très clair qu'on a fait dès le début. Comme on est sur un produit où on a cherché de la qualité, tant sur le dosage des vitamines, le façonnage et la fabrication en France, parce que beaucoup de labos font pas forcément. Tout est fait en France ? Sur notre produit, tout est fait en France. On mélange à côté de Saint-Étienne, on met en sachet aussi dans la même usine. On essaye de sourcer un maximum nos matières premières en France et en Europe. Et donc on travaille à fond sur cet aspect qualité lié au produit. Et donc dans ces enjeux-là, ça matchait vachement bien aussi avec le circuit de distribution qui est la pharmacie. Parce qu'il y a un conseil, une prescription, il y a une appétence sur le bien-être assez forte. Et puis surtout, il y a une clientèle qui est assez réceptive, patientèle pour le pharmacien. Et donc dans ces enjeux-là, nous, on s'est entouré à la fois d'une équipe de déploiement commercial pour toucher un maximum de zones. Là, on n'était pas capable d'internaliser au début. Quand tu dis un maximum de zones, c'est quel coin de la France ? Aujourd'hui, on est dans 62 départements. Qu'on couvre avec des délégués commerciaux qui viennent défendre les intérêts de la marque. Et on déploie à Paris et à Lyon en propre avec nos délégués sur ces 2 zones qui sont très importantes et stratégiques. Lyon parce que c'est là où on a commencé. C'est votre ville de cœur. Voilà, c'est là où on a commencé le projet. Paris parce que c'est le berceau de... C'est là où tout se passe. Voilà, c'est là où tout se passe et où surtout... il y a un bassin de pharmacie qui est quand même gigantesque et c'est important d'être présent dès les débuts. Et donc après, le lancement, on s'est entouré, on déploie et maintenant on est dans toute la phase, on est passé de 0 à quasiment 300 pharmacies en l'espace de quelques mois. Et maintenant, l'idée, c'est de pérenniser tout ça. T'as combien de pharmacies en France pour voir un peu l'échelle du... Alors, on est tout petit encore. En France, il doit y avoir entre 18 000 et 20 000 pharmacies. Ah ouais, donc c'est... Il y en a peut-être 12 000 qu'on peut adresser qui font du complément alimentaire. Parce que y a des pharmacies à tous les coins de rue. Non, c'est vrai. Mais c'est quand même pas facile de se développer et surtout de se développer rapidement. Donc là, on vise 1000 pharmacies sur l'année et ensuite pérenniser le tout en forte croissance. Et on accompagne ça, j'imagine que c'était ta question suivante, tout un ensemble de processus marketing. C'est ce que je voulais dire. Le déploiement. Après, je t'avais vu, t'as fait des interventions un peu dans la presse, sur des salons. C'était rencontré sur un salon de France. Est-ce que tout ça, forcément, quand tu lances un produit comme le tien, c'est des étapes entre guillemets obligatoires. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, mais quand on lance un produit et une innovation. Il y a 2 axes, nous, qu'on cherche à mettre en place. Le premier, c'est de faire découvrir le produit parce qu'on en est fiers. On est sur un produit qui plaît vachement aux clients, notamment par la dimension plaisir et saveur qu'il apporte. Et donc, dans ces enjeux-là, faire déguster, c'est le meilleur moyen. Alors maintenant, faire déguster, ça coûte très cher. Donc, tu m'étonnes. On cible les endroits, on fait déguster en pharmacie, on fait déguster lors de salons,
où ça permet de créer des bassins soit dans des villes, soit à l'échelle nationale. Là, tu vois, récemment, on a fait la foire de Paris, où on a fait déguster à plus de 17 000 personnes. Ça permet d'avoir des retours clients dingues, surtout des clients qui vont après racheter en pharmacie, qui découvrent le produit, qu'on peut vraiment éduquer à fond sur tout le concept, la ligne du client. Après, on fait beaucoup de marketing aussi digital. Ça, c'est le plus simple. Ça permet de créer via Instagram, via les réseaux sociaux, via LinkedIn. Du coup, on est sur Insta, LinkedIn, Facebook, TikTok pour l'instant. Et c'est un gros levier, ça, d'acquisition. Notamment aussi pour nos points de vente. Parce que la notoriété de la marque permet, quand le patient ou le client croise le produit en pharmacie, et on a déjà entendu parler. C'est vrai que ça aide. Et ensuite, après, on fait pas mal d'éléments de notoriété, comme la presse, tu l'as cité, comme certains événements dans des écoles, comme de la distribution et du gifting pour offrir à des influenceurs, etc. Et donc, tous ces marketing s'auto-nourrissent pour créer une machine, entre guillemets... à vendre. À vendre, mais à faire découvrir le produit, à vendre le produit au final, et surtout à démocratiser l'importance de santé publique liée au produit. Génial. Et tu parlais d'innovation. Vous êtes les premiers à avoir créé ça. Comment On n'est pas les premiers, non. On n'est pas les premiers. Il y a deux très grosses marques sur le marché, très sympas aussi. Une qui n'est pas du tout sur notre partie hydratation, mais plutôt sur la partie réhydratation. Complément plutôt curatif pour le sport, la gueule de bois, etc. Et après, il y en a une autre qui est plus sur notre segment de marché, mais qui se différencie sur pas mal de choses, notamment sur la qualité santé du produit. Et après, les qualités gustatives. Mais bon, c'est normal que moi, je prône mon produit à fond. C'est évident. Qui est beaucoup plus gros et qui démocratise pas mal l'usage. Donc ça, c'est plutôt super pour nous parce que ça nous permet... d'avoir un gros qui fait le marketing pour éduquer et nous qui récupérons avec le produit de qualité, notamment parce qu'ils ne sont pas du tout français et qu'ils n'ont pas du tout l'aspect santé, vitamines, allégations que nous on a. Et parce que là je vois t'as des gens, par exemple moi je suis un buveur d'eau et tout, je bois au quotidien de l'eau. C'est quoi le coût d'un litre par exemple de produit Elixir, ma question est mal posée, mais du coup, nous on vend des petits sachets. Petits sachets. Le petit sachet, il fait 12 pastilles qui te réaromatisent par pastille 750 ml d'eau. Donc le calcul, ça fait 9 litres. Une gourde. Donc un petit sachet fait 9 litres. Il coûte aux alentours de 10 €, 10,50 € précisément. Et donc ramené au litre, ça te revient entre 1,10 € et 1,20 € le litre. Donc, en plus de ça, on va être économique parce que c'est moins cher que toutes les sodas, les boissons aromatisées que tu vas trouver dans le commerce, qui sont bourrées de sucre, bourrées de plastique et qui n'ont pas de vitamines. Parce que l'intérêt aussi, un intérêt écologique avec utiliser ta pastille dans ta gourde réutilisable. Nous, on engage à fond sur le réutilisable. La gourde, c'est un produit annexe, mais c'est quand même quelque chose qui permet de compenser et de limiter à fond. Vous vendez des gourdes aussi ? On vend des gourdes isothermes en inox. Et du coup, dans ces enjeux-là, c'est un truc assez important pour faciliter l'usage et surtout inciter à limiter les consommations de bouteilles plastiques. Et il y a un aspect hyper écologique sur le produit parce que on réduit une boisson à une petite pastille qui est grande comme ça. Pour en faire un gros truc. Et donc, on réduit par 10 les émissions carbone, on réduit les emballages. On réduit surtout considérablement les volumes transportés, notamment via l'eau, et on engage au réutilisable. Et donc dans ces enjeux-là, nous on dit on est plus pratique, plus ludique, plus sain, plus savoureux et plus écologique. Ça te permet d'avoir un peu tous les bienfaits produits, quoi. Et le développement, ça peut se faire aussi au sein d'entreprise. Tu vois, je vois par exemple demain... c'est un peu à la mode, tu vois, dans un WeWork par exemple à Paris, t'as des fontaines à eau, avoir ton petit produit Elixir à côté. Est-ce que vous on va t'embaucher dans la boîte parce que c'est une des étapes sur lesquelles on axe notre développement et notre déploiement à la demande des entreprises. Parce que en vrai, je vois en entreprise, je vois un petit peu comment ça se passe, etc. Les gens
boivent beaucoup de café, exactement. mais pas d'eau. On a une data assez marrante là-dessus. Ouais. En entreprise, quand tu as le café qui est mis à disposition, ouais. les salariés boivent en moyenne entre 5 et 6 cafés par jour. Ouais, c'est quand même pas mal. Simplement, pas forcément parce qu'ils veulent un café mais par habitude. Par habitude, ouais. Parce que boire un verre d'eau, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Et du coup, nous, dans ces enjeux-là, on commence à mettre en place une offre pour mettre à disposition des salariés des petites pastilles pour penser à boire, consommer un truc un peu sympa et plus sain. Ouais. Et ça va dans la dimension RSE et à la fois pour le côté santé et bien-être du salarié, performance du salarié parce que tu es moins fatigué quand tu t'hydrates bien, etc. Ouais, tout ce qui va avec. Et écologique à la fin parce que les entreprises, elles cherchent des produits made in France, elles cherchent des produits qui respectent l'environnement et qui vont en tout cas vers un usage plus sain pour la planète et pour soi. Ouais. Et donc Elixir répond parfaitement à ça. Et là, tu me parles de tout ça, etc., le déploiement, les différentes stratégies au quotidien que tu vas adopter. C'est quoi les enjeux aussi ? Parce que je suppose que tu vas aller devoir... tes fournisseurs, tu as dû tout sourcer. Tu me parlais d'une usine pour emballer, après un parfumeur. C'est quoi un peu le process ? Tu vas partir d'une matière première qui va être quoi ? Comment le process de A à Z jusqu'au client, jusqu'à chez toi quand tu commandes. Ouais, je serais curieux de savoir. Nous, on et les enjeux et les petites problématiques un peu de tout ça, tu vois. Carrément. Le process, il est assez simple parce qu'on a la chance d'avoir travaillé de travailler avec des partenaires assez exceptionnels. Ouais. Nous, on part de la matière première principale qui est liée à la dimension plaisir de notre produit. Okay. C'est l'aromatique. Donc on part d'un arôme naturel qu'on co-construit. Okay. Ça, je ne veux pas m'étendre sur les détails parce que c'est vraiment le cœur de notre projet, c'est toute la partie technique. Mais du coup, c'est que des arômes uniques chez Elixir. Et donc on le travaille en collaboration avec notre parfumeur pour notre produit. À partir de ça, on formule pour que ça se passe bien. Ça va chez notre industriel avec toutes les autres matières premières qu'on a sourcées et le blend vitaminé. Pareil, qui est co-construit avec un laboratoire européen pour justement avoir un blend, un mélange unique dans notre pastille. Toutes les matières premières, ensuite, elles sont mélangées. On a un moule, pareil, qui est unique sur notre machine industrielle, qui permet d'avoir cette petite forme de goutte. Qui sont compressées en... Donc, on comprime en pastilles, on met en sachet. Les sachets sont mis en carton. Carton, logisticien chez toi quand tu commandes sur Internet ou quand tu commandes en pharmacie. La pharmacie est livrée depuis le logisticien. Parce que vous avez une grosse part e-commerce aussi ? Pas très grosse. C'est pas évident quand je dis pas très grosse, la majeure partie de notre business, c'est la pharmacie. Après, on a quand même une part plutôt conséquente en e-commerce. C'est un levier qui est pas mal parce que ça permet d'éduquer aussi pour le marché pharma. On a énormément de clients qui vont sur notre site pour trouver une pharma proche de chez eux sur la map. Et on a énormément de clients qui vont commander une première fois sur le site et qui ensuite vont aller acheter en pharma. Et donc, les deux s'auto-alimentent. Un client, il préfère toujours acheter en physique parce que surtout des produits comme celui-ci. Tu payes pas les frais de livraison. Ça te permet d'avoir un conseil de pharmacien. Ça te permet d'être direct face au produit, de le découvrir, etc. Mais on a quand même une belle partie aussi sur Internet. Et du coup, voilà. Donc, tu as un peu tout le processus. Et tout ça, ça s'est orchestré de manière purement itérative au fil du temps. Au début, on travaillait que avec le parfumeur et que avec l'industriel. Et ensuite, on a fait grossir le parc de fournisseurs. On doit avoir peut-être une 50aine de fournisseurs aujourd'hui. Ah, ok, génial. Parce que entre le détail du packaging, les arômes, les 5 ou 6 matières premières qu'on doit avoir dans le produit, le logisticien, le transporteur, les différents... Et ensuite, tout s'orchestre et tu lances. Et voilà, et même en lançant, tu vois, il y a des briques qui se recréent pour améliorer une partie. Tu me parlais de tout ça. Et l'idée, vous, quand vous souhaitez développer tout ça, comment ça se passe en termes de financement ? Vous allez aller chercher des partenaires financiers, que ce soit des banques, vous allez peut-être lever des fonds, j'en sais rien.
vous fournissez les pharmacies, vous êtes payé après. Comment un peu ça se passe, tout le côté... Toute la partie financière de la boîte. La partie financière sur la recherche et développement. Ouais, tout de A à Z. Comment ça s'est passé un peu? Parce que c'est un sujet qui intéresse un petit peu les personnes qui nous écoutent, je pense. Comment ça se passe nous, déjà, on a tout autofinancé aussi avec Guillaume au tout début. Alors via des prêts perso. Et on a du coup créé toute la recherche et développement un peu avec nos économies. Que tu avais fait que j'avais fait en parallèle. Pardon, la recherche et développement que vous aviez fait ou que vous aviez commencé à déléguer, etc. Qu'on a fait et qu'on a délégué. La majeure partie de la recherche et développement, c'est nous qui la maîtrisons quand même en interne avec Guillaume. Tous les deux, on a appris à formuler, on a pris du conseil d'experts, etc. Mais au global, on maîtrise la ligne entière de notre recherche et développement. On avait des experts techniques dès les débuts, notre parfumeur, notre industriel qui nous ont aidés à formuler. Et ensuite, on a eu la chance d'être soutenu par 2 organismes tierces, la BPI, la Banque publique d'investissement, qui nous a aidés et qui nous aide continuellement, et la CIC, la banque qui nous a aidés via son pôle innovation. C'est CIC Innovation qui nous a aidés, qui nous a financé dès les débuts. Donc on a beaucoup de chance là-dessus. Et ensuite, l'entrée de Frédéric et d'Alexandra nous a permis de nous aider financièrement en montée en stock. Parce que du coup, ils sont venus aussi au capital en tant qu'associés, en même temps que nous rejoindre opérationnellement. Et tout ça, ça permet de financer à la fois la partie industrielle, production qui était déjà prête. Et ensuite, maintenant, on fait du chiffre d'affaires. Donc ça permet aussi de financer du marketing, d'amorcer des nouvelles choses et de grossir progressivement. Et tu me disais, les perspectives, la fin 2024, c'est 1000 pharmacies. C'est quoi le palier entre guillemets d'évolution, l'axe d'évolution? Comment toi tu vas pouvoir améliorer ton produit, ta com? Après c'est des choses que tu sais pas encore. On a plein d'axes. On a plein d'axes. On sait toujours. Nous on évolue de manière très factuelle. Grâce au retour terrain. Grâce à l'expertise d'Alexandra et de Fred. Et grâce à tous les ensembles de données qu'on a. Donc on accumule de l'information. Une fois qu'on a de l'information, on la traite. Et quand on la traite, on itère et on trouve des solutions. Donc nous, on a plusieurs axes. On a un axe commercial sur lequel comment on crée le meilleur cycle de vente, les meilleurs outils à nos délégués et à la marque sur le terrain pour être mieux représenté auprès du personnel officinal, auprès des consommateurs, etc. On a un axe sur la partie purement produit où nous, on veut toujours améliorer notre produit. Donc on écoute les consommateurs, on fait beaucoup de tests. Via quoi tu les écoutes? Tu peux avoir sur Instagram, tu mets une story par exemple? On fait beaucoup de retours conso. On a des bassins de tests déjà nous, de notre côté, des testeurs qu'on connaît pas trop et qui viennent justement nous donner leur avis dans la communauté. On fait jouer aussi les salons. C'est aussi fait pour ça. Ça permet de tester des aromatiques et d'avoir des retours clients en direct. Parce que sur un salon, par exemple, le salon du Made in France, tu fais tester à combien de personnes un peu tes produits? Beaucoup. On fait tester au moins entre 5 et 10 000 personnes. Ah oui, quand même. Sur le salon du Made in France. Sur le salon de la Foire de Paris, on a fait entre 15 et 20 000, on va dire, personnes qui ont goûté le produit. Donc ça, pour le coup, c'est des très gros salons. Mais tout au long de l'année, on fait aussi des plus petits salons, des interventions, et on fait goûter à fond. Et ça permet de faire des retours d'expérience. Là, c'est vrai que c'est sympa. Dernièrement, là, il y a 1 ou 2 semaines, on a intervenu chez Michel et Augustin, devant tout leur pôle de direction. C'était peut-être une trentaine de personnes. C'est toujours un moment de test intéressant parce que c'est des spécialistes du goût, de l'aromatique, etc. C'est des personnes qui sont un peu dans le même secteur en prenant des produits un peu sympas. Exactement, avec une image de marque plus grande distrib, moins sain, mais qui ont quand même un palais, qui cherchent du plaisir, qui cherchent tous ces enjeux-là. Et donc voilà, et ensuite après on a plusieurs autres axes, notamment sur tout ce qui est marketing opérationnel, marketing digital, test de création, le marketing organique sur tous les réseaux sociaux où on aimerait bien augmenter progressivement. Ça commence à plutôt pas mal marcher. Ça vient prendre.
Donc voilà, tu vois, on doit avoir peut-être entre 5 et 10 axes où on a des plannings, où on sait quelles sont les prochaines étapes. Et malheureusement, tout peut pas se faire du jour au lendemain, même si tu as les bonnes idées. C'est sûr que c'est vrai, le temps. Il y a un timing à respecter entre les fournisseurs, l'amélioration. Le marché aussi, de temps en temps, veut que c'est peut-être pas la bonne période. Et en cette année de JO, un petit peu, vous avez des axes. Je vois, tout à l'heure, j'ai échangé avec quelqu'un qui a une app qui s'appelle Streetco, qui pousse les gens à mettre, à partager leur localisation, etc., pour rendre plus accessibles les rues aux personnes handicapées. Est-ce qu'aujourd'hui, Elixir, c'est aussi un peu un enjeu national de faire consommer plus d'eau, au plus grand nombre? C'est un enjeu de santé publique global et national. Ouais. Parce qu'en France, on a cette problématique-là. On a 2 personnes sur 3 qui boivent pas assez d'eau au quotidien. Okay. Et donc, dans ces enjeux-là, c'est quand même important d'aller vers une limitation des consommations de boissons bourrées de sucre, du plastique et de tous les enjeux dont le produit découle. Évidemment, sur les JO de manière pure et dure, ça vous change, nous on est un peu trop jeunes jeunes commercialement, pour pouvoir lancer un programme d'envergure lié aux Jeux Olympiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un peu de marketing annexe. On a la chance d'avoir un gros bassin quand même de personnes qui vont venir sur Paris, donc, et en global dans toute la France. Donc on va faire en sorte de aussi faire découvrir le produit à un maximum de monde en officine et continuer notre marketing global. Maintenant, notre marché principal aujourd'hui, c'est la France. Ouais. Et après, on verra plus tard, quoi. Ouais. Et tu parlais que vous étiez accompagné, etc. Vous êtes combien de personnes? Tu me l'as dit tout à l'heure, pardon. Est-ce que vous recherchez par exemple des alternants, des personnes, je sais qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui nous écoutent, des stagiaires, des... Carrément, on cherche toujours. Toutes les demandes sont les bienvenues au global. Ouais. On a beaucoup de demandes entrantes, on a la chance parce que la marque est plutôt sympa, parle à beaucoup de gens. Et que c'est un produit un peu qui parle à tout le monde, quoi. Boire plus d'eau, boire plus facilement, de manière savoureuse, tendance et sympa. Généralement, ça parle aux jeunes. Et dans ces enjeux-là, on recherche des alternants à fond là, sur septembre, notamment sur des parties commerciales, marketing et communication. Donc, si tu connais des gens qui sont... Moi, je mettrai un petit peu sur LinkedIn. qui cherchent sur une partie commerciale, on cherche toujours. Okay. Et ensuite, après, stagiaire, c'est plus de l'opportunité. Là, on en a 2 en ce moment, qui ça se passe super bien. Et qui nous avaient contactés, qui étaient hyper motivés. Et donc, quand on a des gens motivés, toujours intéressés pour créer des postes et les embarquer dans l'aventure. Cool. Et je pose souvent cette question à mes invités sur les problématiques que tu rencontres quand tu es un jeune entrepreneur avec toute la partie crédibilité au quotidien. Non ? Alors, moi, j'en ai pas. T'en as pas ? Alors, moi, j'en ai pas pour une seule et bonne raison, c'est qu'avec Guillaume, on a un maître mot. C'est qui ne tente rien à rien, le culot paye toujours. Et vraiment, pour le coup, on s'est jamais posté comme des personnes qui n'avaient pas la capacité de créer, d'entreprendre. Par contre, on s'est toujours mis dans une démarche on ne sait pas tout faire et de demander autour de nous. Et dans ces enjeux-là, ça nous a permis d'atteindre pas mal de personnes haut placées parce que l'aspect jeune, il dérange rarement. Rarement, ouais. Ouais. C'est plus la posture que tu vas prendre. Nous, généralement, quand on contacte un expert, on dit on vous contacte parce que justement, on ne sait pas bien faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire mieux grâce à votre expérience? Et c'est comme ça qu'on a créé un peu notre expérience pendant 2 ans et demi. Puis, je pense qu'on avait peut-être plus le complexe au tout début quand on se lançait et qu'on connaissait personne que maintenant où le produit commence à être installé, on commence à avoir des premiers éléments positifs et où on a la chance d'avoir une belle équipe autour de nous. Frédéric et Alexandra, ils ont une certaine expérience, entre 10 et 25 ans d'expérience respectivement, et ils font partie du corps de direction de la boîte. Donc voilà, sur cette partie-là... il n'y a aucun complexe. Puis même au début, je pense qu'on était totalement...
on s'est jamais mis, on s'est jamais mis de frein sur cette partie-là. Ouais, Avec Guillaume, on s'est toujours dit, C'est un secteur en plus qui est quand même complexe, mine de rien. Mais ça demande certaines qualifications que tu apprends peut-être pas forcément en école de commerce ou toute la partie conception d'un produit fini comme le vôtre, c'est quand même, je pense pas. Nous, on est hyper curieux. Ouais. Avec Guillaume, on adore découvrir plein de choses, même quand c'est pas trop notre propre secteur entre guillemets. Okay. Et du coup, on l'a fait de manière itérative, comme je t'ai dit, étape après étape. Peut-être de manière insouciante aussi et inconsciente. On pensait que le produit allait sortir très rapidement. On pensait que ça allait décoller d'un coup. On pensait que tous les partenaires allaient nous répondre. En fait, on est des éternels optimistes et des bons curieux. Je pense que c'est des bonnes qualités pour entreprendre, justement. Et en parlant de qualité, pour entreprendre, c'est quoi, toi, tes petits tips de te lancer, monter ta boîte en tant qu'étudiant et jeune entrepreneur? C'est quoi le petit supplément d'âme qui va te permettre de... J'ai du mal avec le côté tips, conseils généralistes, etc. Moi, il y a un truc, c'est le test. Pour le coup, nous, on est vachement test and learn, quoi. Et surtout, réfléchir à chaque manière, à chaque action que tu vas mener dans ta boîte. Les conseils généralistes, généralement... ça veut tout rien dire. Voilà, ça veut tout rien dire. Ça perd plus qu'autre chose, je suis assez d'accord avec toi. Nous, le seul truc que je peux dire, c'est être optimiste, croire en son projet, croire en son produit, mais surtout être quand même assez factuel, les pieds sur terre, savoir se remettre en question. Parce que vraiment, c'est que ça l'entrepreneuriat. Mais pas trop non plus. C'est bien de savoir écouter les autres, mais de savoir jauger aussi quels sont les bons conseils et les conseils moins intuitifs. Parce que je suppose qu'il y a quand même un paquet de personnes, quand tu fais goûter à autant de monde, il y en a qui sont peut-être pas forcément réceptifs. À des moments où tu peux te faire dézinguer, excusez-moi du terme, mais dézinguer par des commentaires. Un paquet de personnes, non, parce qu'on a quand même un produit plutôt quali. Non, mais quand je dis un paquet de personnes, quand tu dis 10-20 000 personnes, c'est quand même du monde. Ah, mais carrément. Et t'as plein de gens qui aiment pas, t'as des gens qui aiment pas ton produit, t'as des gens qui trouvent le concept de ton produit nul, t'as des gens qui... Mais nous, on se raccroche aux 99% de gens qui aiment le produit, qui voient un intérêt, qui comprennent l'intérêt des qualités et des bienfaits du produit et de pourquoi on l'a créé. Évidemment, il y a plein d'obstacles, de moments où tu te dis je vais arrêter, j'en peux plus, etc. et tout. Pourquoi je fais ça, du coup là? Mais en fait, c'est tellement rien à côté du kiff de créer ta boîte, de monter un projet, d'être libre sans être libre. Faire ça, c'est un copain à la base ou pas du tout? Guillaume, on n'était pas amis. C'est plus le projet qui nous a fortement rapprochés. On a la chance d'avoir une complémentarité de dingue. Et alors, je vais parler pour moi, une admiration entre guillemets mutuelle. Vis-à-vis de qualités qu'on n'a pas chez l'un et l'autre. Et en fait, du coup, cette complémentarité-là et ce côté on n'est pas meilleurs potes et on lance notre projet était plutôt sain, justement. Parce que ça permettait de se dire les choses de manière hyper transparente dès les débuts du projet, de comprendre comment fonctionnait l'autre, chacun. C'est vrai que ça aide. Carrément. Et du coup, ça a été une de nos plus grandes qualités, le duo. Et puis on a confiance à 100% dans ce que va faire l'autre sur sa partie. Il y a plein de trucs que Guillaume fait que je maîtrise absolument pas. Et d'autres que tu fais très bien et que... ça, je sais pas. Ça sera à lui de nous le dire. Carrément. Mais donc voilà. Ok, super. Et donc, là, on parlait de tous les axes des développements, etc. Là, pour clôturer, toi, t'aimerais voir où Elixir dans quelques années? Si tu vois à 5-10 ans Elixir, t'aimerais que ça soit consommé je suppose, par des millions de personnes. Mais c'est quoi un peu le rêve de déjà, on a envie de devenir leader du marché sur la partie pure marché solide dans la boisson. Et donc, dans ces enjeux-là, on a quand même un petit bout de chemin à faire. Mais c'est des objectifs atteignables au vu de la qualité de notre produit.
Et puis ensuite, on aimerait bien démocratiser l'usage du solide chez monsieur et madame tout le monde, en France et à l'étranger, évidemment. Et donc, on va commencer par la première étape, c'est chez nous. Déjà se développer en France sur des bassins quali. Ouais. On a la chance d'avoir pas mal de recommandes chez nos clients qui montrent des signaux super positifs sur le fait que on s'intègre dans un quotidien, on s'intègre dans une dimension routine qui est hyper importante dans l'hydratation. Donc que le produit est très réceptif et qu'il y a un marché, en tout cas, à prendre. Ouais. Et donc dans ces enjeux-là, go, on ne se met pas de limite. Ça se trouve, on créera d'autres produits. Donc on se voit se développer commercialement, vous avez pas de produits et du coup là. Ok, en tout cas merci à Aloïs. Est-ce que tu as des petits réseaux à nous donner carrément, surtout sur Insta, venez nous suivre et suivre l'aventure sur elixir-drink.com. En sachant que Elixir c'est en 4 lettres, c'est L-X-I-R, c'est un petit jeu de mots. Et sinon après sur LinkedIn, mon LinkedIn perso, le LinkedIn de Guillaume, le LinkedIn de la boîte LXIR. Ouais, ça je le mettrai en description. Et puis même aller regarder juste le site. Qui expliquera toute la dimension produit. On a un site plutôt canon. Plutôt fier. Je vous laisserai aller voir tout ça. Elixir-drink.com. Ok, génial. En tout cas, merci à Louis et je te souhaite plein de Merci Tristan. Plein de bonnes choses et bon courage. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, liker, commenter et même partager notre vidéo. Encore une fois, merci et on se retrouve pour de nouvelles aventures.